Bonjour, monsieur le Premier ministre, monsieur François Lucénifal. Bienvenue à FIM. Bonjour. Tout le plaisir. Première question, forcément, monsieur le Premier ministre. Vous avez suivi nos premiers débats sur cette manifestation de soutien organisée à Cancan, qui a eu lieu hier à Cancan. Des condamnations fusent de partout, au motif que c'est le CNRD lui-même qui, à la fois, a interdit tout mouvement de soutien à sa cause et toute manifestation en République de Guinée, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de manifestation? Ben écoutez, j'ai suivi votre émission tout à l'heure et j'ai entendu la réponse du ministre de la Justice. Je pense que nous sommes à la recherche de l'état de droit, que la loi est applicable à tout le monde. Et comme le ministre est engagé à mener des enquêtes sur cette manifestation à Cancan, je crois que la loi doit être égale pour tous les citoyens. Il n'y a pas à discuter de cette question. Je pense que le ministre, je lui fais confiance et qu'il fera les enquêtes nécessaires pour situer les responsabilités. Très bien. Allez, la suite avec vous, Talibé. Alors, monsieur le Premier ministre, en tant que diplomate rompu à la tâche, ayant représenté l'ONU dans beaucoup de pays en crise, c'est la crise au Niger qui focalise l'actualité sur le plan pratiquement continental. Alors, est-ce que en tout cas, l'inquiétude pour beaucoup, c'est que la CEDEAO aujourd'hui face à une équation qui l'amène à jouer, en tout cas à mettre pratiquement en jeu sa crédibilité, voire pour beaucoup sa survie même. Écoutez, je pense que la situation au Niger est une situation assez spéciale. Et je pense que la CEDEAO est dans son rôle. La CEDEAO, c'est la CEDEAO de tous les États de l'Afrique de l'Ouest, les 15 États. C'est la CEDEAO de la Guinée, c'est la CEDEAO du Nigeria, c'est la CEDEAO du Niger, du Mali, du Sénégal et des autres pays. Nous nous sommes mis d'accord pour former cette organisation sous-régionale qui a fixé des règles. Nous voulons atteindre l'intégration dans notre sous-région. Et comme vous savez, l'intégration ne peut se faire qu'avec l'avancée de la démocratie, de l'état de droit dans chacun des pays. Les règles sont claires. Chaque fois qu'il y a une interruption brutale du processus démocratique, la CEDEAO doit jouer son rôle. Et cela est très clair. Alors, je pense que moi, personnellement, j'ai suivi les dernières années, je suis l'évolution de la CEDEAO depuis des années, mais pour le cas spécifique du Niger, puisque vous en parlez, je suis cela aussi de très près. C'était un pays qui était un pays démocratique. Il y a eu une alternance au Niger, que tout le monde a salué. Et le président Issoufou lui-même fait partie des rares chefs d'État qui a eu le prix Mo Ibrahim. Effectivement. Cela n'est pas gratuit. Et ce n'est pas tous les chefs d'État qui peuvent l'avoir. Je crois qu'il y a 4 ou 5 qui l'ont eu. Et ce pays donc a connu une alternance. À mon avis, ce qui est arrivé au Niger, selon tout ce que tout le monde dit, ce n'est pas acceptable. On a interrompu un processus démocratique qui avançait normalement. Certes, le pays est en proie à la guerre contre les djihadistes, c'est vrai. Il n'est pas le seul, c'est tous les pays du Sahel. Mais le processus démocratique fonctionnait bien. L'interruption de ce processus-là, l'irruption de l'armée, n'est pas acceptable. Je pense que la CEDEAO a raison de condamner. Toutefois, je voudrais mentionner, puisque vous posez la question, la situation au Niger, elle n'est pas différente de la situation au Mali, au Burkina et en Guinée. Mais ce que je crains, c'est que si la CEDEAO veut intervenir militairement, la CEDEAO ne pourra intervenir qu'au titre de la subsidiarité, c'est-à-dire c'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies à laquelle la CEDEAO adhère, elle se réfère. Mais pour appliquer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, la CEDEAO aura besoin d'abord de l'accord de l'Union africaine et ensuite du Conseil de sécurité. Alors là, les problèmes commencent. Je ne suis pas certain, au vu de ce qui se passe actuellement en Afrique, même les pays limitrophes qui refusent même d'appliquer les décisions de la CEDEAO en ne fermant pas les frontières, même les pays limitrophes, je ne suis pas certain qu'au niveau de l'Union africaine que cela soit facile. Ensuite, au niveau des Nations Unies, quand on connaît aujourd'hui le blocage au sein du Conseil de sécurité entre les 5 membres permanents, il est loisible de penser qu'il y aura des vétos et que s'il y a des vétos, la question peut ne même pas être mise aux voix. Alors la CEDEAO joue gros, et sauf si la CEDEAO allait
en guerre sans l'autorisation du Conseil de sécurité, ce qui, à mon avis, ne serait pas une bonne chose. Cependant, je tiens aussi compte d'un fait, il faut que je le souligne. Oui, allez-y. La CEDEAO ne doit pas avoir une politique sélective en Afrique. Un coup d'État en Guinée, un coup d'État au Mali, un coup d'État au Burkina. La CEDEAO n'a pas demandé à envoyer des soldats pour établir l'ordre constitutionnel. Pourquoi le Niger? La CEDEAO est intervenue en Gambie, mais la taille de la Gambie, ce n'est pas la taille du Niger ni du Mali. Le Niger, ce n'est pas le Mali. Supposons qu'un coup d'État intervienne aujourd'hui au Nigeria. Est-ce que la CEDEAO pourra envoyer des soldats au Nigeria? Je ne suis pas certain. Ouais. Personnellement, j'étais ministre des Affaires étrangères en 2012 quand il y a eu le coup d'État au Mali. Et quand la CEDEAO a pris la panoplie de sanctions contre le Mali, moi, j'étais contre. J'ai travaillé longtemps aux Nations Unies et j'ai vu les sanctions des Nations Unies. Quand l'Irak a été envahi pour le moins le Koweït a été envahi par l'Irak, alors le Conseil de sécurité s'est saisi de cette question. C'était très grave qu'un pays annexe par la force un autre. Ça donnait lieu au Conseil de sécurité d'utiliser le chapitre 7. Mais ils ne sont pas allés en guerre directement. Ils ont pris une série de sanctions successives. Graduel. Ça a pris graduel. Ça a pris 6 mois avant qu'on utilise la force. J'ai dit à Dakar, quand il y avait le cas du Mali, que ça ne sert à rien de prendre toutes les sanctions, mettre dans le même panier, le même jour, et peser sur un pays. Il faut aller graduellement. On ne m'a pas écouté. J'étais ministre des Affaires étrangères dans la salle, il n'y avait que des chefs d'État. On m'a dit que c'est la décision des chefs d'État. Aujourd'hui encore, je dis la même chose. Parce que ces sanctions, ce n'est pas contre les gouvernants, c'est contre les peuples. Mais Qui vont, quand on prend des pays qui sont déjà enclavés et qui sont confrontés à des difficultés du fait de leur enclavement, des pays du Sahel, qui sont en guerre contre le djihadisme, dont une partie du territoire est déjà occupée par des djihadistes, quand on y ajoute maintenant toutes les sanctions qui ont été posées, la fermeture des frontières, l'accès aux avoirs de l'État et autres, alors c'est littéralement c'est pour asphyxier la population. Moi, personnellement, je crois que la CEDEAO doit revoir sa méthode de sanction. bien. Pour ce qui est du Niger, moi, personnellement, Globalement, je quelles suis un sont vos démocrate. recommandations? Globalement. Je suis un démocrate, je suis contre les coups d'État. J'ai toujours été contre. Même ici en Guinée, dans les années où, à la fin du régime du général Lansana Conté, une bonne partie des leaders politiques appelaient l'armée à prendre le pouvoir. Beaucoup parmi eux ont été infiltrés, ont été acteurs de l'irruption de l'armée dans la vie nationale. Mais les décisions que j'avais avec certains d'entre eux, à l'époque, j'étais contre. Je n'ai jamais approuvé. Bien. Et donc, au Niger, Qu'est-ce que vous je pense recommandez? qu'il faut que la CEDEAO, elle est très loin. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont pris un temps pour réfléchir. Je crois que ce temps doit permettre à la CEDEAO de laisser la voie à la négociation. Le temps permet toujours de trouver des solutions. L'usage de la force, je ne sais pas comment ça se fait. Il y a d'abord les populations, la vie des populations dont il faut tenir compte, la vie du président lui-même qu'on veut réinstaller dans son fauteuil. Quel pourrait être le schéma d'une sortie de crise au Niger, selon vous? Je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un coup d'État dans un pays. Je pense qu'il y a des délais qu'on peut donner à des gouvernants. C'est la première fois que des gens font des coups d'État. Ce n'est pas la première fois. L'essentiel, c'est d'amener les militaires à accepter qu'il y a un temps où le retour à l'ordre constitutionnel doit arriver. Parce qu'il n'est pas acceptable dans la CEDEAO que nous voulons, une CEDEAO démocratique, que des États soient sous des régimes d'exception militaire. Cela ne doit pas être la règle. Ouais. Si nous voulons bâtir une communauté, une intégration, il faut que ce soit des États démocratiques qui puissent avancer ensemble. Ma proposition, c'est de donner la chance à la négociation. Je suis un diplomate, je sais que les vertus de la négociation, on peut toujours pousser. L'usage de la force ne doit pas être la première méthode. Ça veut dire que vous ne croyez plus en une réinstallation de Mohamed Bazoum dans les fonctions? Pourquoi pas? Je veux que le président Bazoum soit réinstallé dans son fauteuil. Il a été élu démocratiquement. Il n'y a aucune raison. Écoutez, le coup d'État survenu en Guinée, déjà on peut dire, bon, on a modifié la constitution en Guinée. C'est évident. J'étais à Libreville. J'ai suivi tous les soubresauts ici en Guinée pour la modification de la constitution. Alors, au Mali, il y a eu des élections législatives dont le résultat n'était pas accepté. Le gouvernement n'a pas fait face à la réalité. En plus, au Burkina, avec l'avancée du djihadisme, on peut dire que le gouvernement a failli en faisant face à son devoir de protéger les populations. Mais au Niger, je ne crois pas qu'il y avait une raison. Donc, Bien. personnellement, je condamne ce coup d'État.
Et je suis un démocrate, je ne suis pas pour les coups d'État. Bien. Monsieur François Lucenifal, président du parti UNPG, notre invité. La suite avec vous, Ibrahima Lincoln. Monsieur le ministre, toujours sur le Niger. Dernière question sur le Niger. Puisque les putschistes ont fermé la porte à toute négociation, vous êtes leader politique, vous voulez conquérir le pouvoir par les urnes. Si demain, chaque peut-être Guinéen fort de ses moyens financiers finance pour braquer le pouvoir, est-ce que les partis politiques auront leur place? Comment comprendre la politique de la Guinée, du Mali et du Burkina, la position vis-à-vis la position des trois pays, en des transition putschistes nigériens? Je rappelle qu'il y a eu les mêmes sanctions qui ont été imposées au Mali. On les a levées. Ça n'a pas changé l'État au Mali. C'est la même situation qui continue. Le peuple a souffert pendant des mois et la CEDEAO est revenue sur ces sanctions, sans pour autant changer l'ordre des choses. Première chose. Deuxième chose, je vois un peu ce qui se passe dans la région de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest était réputée comme étant la région démocratique parmi les CER, les communautés économiques régionales de l'Union africaine. Si nous voulons avancer dans l'application, la charte que nous cherchons pour l'agenda 2063 de l'Union africaine, il faut que toutes les communautés économiques régionales suivent le rythme de faire la démocratisation. Mais, ce que je dis, nous, Guinéens, je pense que nous n'avons pas les mêmes problèmes que les Maliens, que les Nigériens ou les Burkinabés. Certes, quand il y a eu les sanctions contre le Mali, la Guinée a laissé ses frontières ouvertes. Personnellement, si j'étais président de la Guinée, j'aurais fait la même chose. Le Mali et la Guinée, c'est deux pays qui sont très proches. Le Mali a fait preuve d'une grande solidarité à l'égard de la Guinée quand nous avions eu Ebola. Et j'étais ministre des Affaires étrangères à l'époque. Tous les pays limitrophes ont fermé leurs frontières. Mais le Mali, par solidarité, au risque de contaminer les populations maliennes, le Mali a laissé ses frontières ouvertes. Le retour de l'ascenseur, nous devons faire la même chose. Donc, j'ai approuvé. Cependant, je ne souhaiterais pas que la Guinée se mette dans le même camp que les 3 autres pays qui ont des problèmes différents des nôtres. Il faudrait comprendre ça dans le sens de la mesure, ne pas s'avancer un peu trop sur ce chemin. Faire en sorte que nous continuions notre transition paisiblement en respectant la charte de la transition et aller vers la fin. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que les 3 autres pays, donc je pense qu'on ne doit pas s'aligner sur ce problème de la même manière. Bien. Je ne crois pas que ce soit sage. Bien. Allez, Manu, on en vient maintenant à l'UNPG, dont les activités ont été officiellement lancées ce week-end. Oui, monsieur le Premier ministre, vous avez lancé ce samedi donc les activités de nouveaux partis politiques, l'UNPG. La question, c'est de savoir pourquoi vous attendez exactement, ou plutôt vous choisissez d'attendre 2 ans après le 5 septembre pour signer votre comeback. Écoutez, moi, j'étais en poste à Libreville quand il y a eu le changement, le 5 septembre. Je n'étais pas là. J'étais en fonction aux Nations Unies. Oui. Donc, j'avais un devoir de réserve. Je ne pouvais pas me mêler des affaires politiques à l'intérieur de la Guinée. J'ai terminé ma mission l'année dernière. Ça m'a permis de faire des va-et-vient, d'observer un peu la situation. J'avoue, et tout le monde le sait, j'avais décidé de ne plus me mêler de politique. J'avais plusieurs raisons pour cela. Cependant, il faut que je vous le dise honnêtement. Oui. Je vois des défis et des enjeux très importants auxquels notre pays est confronté. Mieux, ce sont les Guinéens qui me demandent partout, depuis des semaines, depuis des mois. Les Guinéens me demandent partout, il faut que tu reviennes sur la scène politique. J'ai cette demande-là partout. Si vous avez constaté, tout ce qu'on a fait le jour de la célébration, ou du moins l'annonce de début de nos manifestations de notre parti, tout ce que vous avez vu là, on l'a fait en 2 semaines. Des gens sont venus de Friga, dans des bus. Des gens sont venus de Koya, dans des bus. Des gens sont venus de Bokeh, dans des bus. Des femmes, des hommes. Et ce matin même, j'ai reçu, avant de venir ici, un monsieur qui a bravé la pluie, qui a quitté Forécaria et qui est venu chez moi pour me dire, maintenez votre position, nous avons besoin de vous. Ce sont des Guinéens qui me demandent de le faire. Si vous avez constaté l'affluence qu'il y avait l'autre jour au siège, en 2 semaines d'existence, vous avez vu l'affluence. Ouais. Et ça, je vous le dis, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Je réponds à la demande des Guinéens. La sollicitation Je crois de que vos j'ai compatriotes. la sollicitation, je crois que j'ai quelque chose à donner à mon pays, mettre mon expérience au service de ce pays. Voilà pourquoi j'ai annoncé. Bien. C'est la raison. Le contexte, en quoi le contexte est déterminant? Vous avez parlé du défi et tout le reste, mais pourquoi maintenant?
C'est important, parce que Je la question veux- que Talib me posait dans le libellé, pourquoi attendre ce moment précis pour lancer les activités de l'UNPG? Vous aurez pu le faire bien avant ou après? Non, j'ai eu une année d'observation. J'ai terminé ma mission aux Nations Unies au mois de juin de l'année dernière. Je suis rentré en Guinée. J'ai eu le temps d'observer. Je me suis éloigné de la vie politique. Bien que certains me sollicitaient, je n'ai pas accepté. Mais les derniers mois, il y a eu une sollicitation pressante de la population. Et je crois que quand je regarde le paysage politique guinéen aujourd'hui, je crois qu'on doit donner du sang nouveau. Et je vais vous dire une chose. Oui. J'apporte dans le panier mon expérience, mon parcours professionnel, ma crédibilité pour travailler avec les Guinéens et faire en sorte que nous mettions fin au paradoxe guinéen. Ce paradoxe, c'est quoi? La Guinée, c'est un pays riche, mais les populations vivent dans la pauvreté. Ce paradoxe doit prendre fin. Cela ne peut se faire que quand il y a un leadership. C'est une question de leadership. S'il y a un leadership qui se met au travail et qui travaille avec les Guinéens, que ce soit un parti qui n'est pas un parti ethnique. Si vous étiez au siège l'autre jour, Ouais. vous avez observé qu'il n'y avait pas de Malinké, il y avait peu de Malinké. C'était des Soussous, des Peuls, des Forestiers. Et je crois que ce parti avancera de cette manière-là. Je refuse le clanisme, je refuse l'ethnocentrisme dans la politique. Je veux bâtir autour de programmes clairs les Guinéens pour qu'ensemble nous ayons des objectifs précis. Faire en sorte que nous puissions, par notre programme politique, faire en sorte que la Guinée, l'économie soit relancée, qu'on diversifie l'économie en donnant une place particulière à l'agriculture qui doit être au centre. Ce n'est pas les mines qui seront pour moi l'épicentre de ma politique si je suis élu président de Guinée. Les ressources que nous allons tirer des mines serviront à pousser l'agriculture. J'ai annoncé la création d'une banque de développement agricole. Je pense que la Guinée en a besoin. Les paysans n'ont pas les moyens de faire face à leurs obligations. Nous allons faire en sorte que nous transformions nos matières premières ici. La Guinée a cet atout. On a la possibilité d'avoir l'électricité nécessaire. D'ailleurs, j'emboîte le pas à l'initiative du gouvernement actuel qui a décidé de transformer la bauxite ici. C'est une très bonne chose. On peut aller très loin. Cette valeur ajoutée, si vous comparez le prix de la bauxite brute, le prix de l'alumine et le prix de l'aluminium, vous verrez l'écart en milliers de dollars. Alors, nous pouvons le faire ici en Guinée en mettant l'électricité, un plan d'électrification en place. Et cela nous permettra différentes choses. D'abord, ça nous permet de financer l'agriculture. Ça nous permet de mettre les infrastructures de base pour notre pays. Ça permettra de donner de la dotation qu'il faut à l'éducation et à la santé. Ce sont les principes qui ont été dictés par les SDG. Je veux dire, ODD, les ODD, c'est important que nous nous allions sur cette ligne qui a été adoptée. Et donc, je crois que les objectifs de développement durable sur lesquels le gouvernement travaille, il faut qu'on le suive. Diarra, Voilà. si tu permets, avant de poser votre question, avant l'UNPG, il y a eu le FIDEC qui a fusionné par la suite avec, ou qui a fondu par la suite dans le Grand Creuset l'Alliance Arc-en-Ciel, qui a permis de porter l'ancien président Alpha Condé au pouvoir. Quelle expérience vous avez tirée de ce mariage avec le RPG d'alors? Et qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de la chute d'Alpha Condé, avec qui vous avez collaboré, qui vous a nommé ministre des Affaires étrangères? Est-ce que vous vous attendiez un tout petit peu à cela parce qu'il a forcé un troisième mandat? Et comment vous regardez aujourd'hui le sort qui est celui de l'homme? Vous avez mélangé des questions. Oui, tout va dans le même sens. Revenons au FIDEC. Bien. Alors, le FIDEC, je crois que si je regarde derrière, je crois que j'ai vraiment des regrets. Des regrets d'avoir fondu dans le RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi? Quand nous avions pris la décision de fondre dans le RPG Arc-en-Ciel, je vous rappelle que nous avons soutenu le président Alpha Condé au deuxième tour de l'élection de 2010. Nous avons formé un groupement qui s'appelait l'Arc-en-Ciel. C'est un groupe de partis politiques qui avait décidé de soutenir la candidature du candidat du RPG. Et nous avions pensé qu'après cette élection-là, qu'on aurait organisé des élections tout de suite après, législatives. Et que donc, on serait venu en tant que mouvement dans un parti, le RPG qui s'est transformé en RPG Arc-en-Ciel, que ce RPG Arc-en-Ciel-là pouvait englober tous les autres partis qui venaient en son sein. C'est dans ce cadre-là que j'ai fondu dans le RPG Arc-en-Ciel. Mais je vous avoue que quand nous avons fondu dans le RPG Arc-en-Ciel, nous n'avons eu aucune responsabilité. Même moi, je n'avais pas de poste dans ce nouveau parti RPG Arc-en-Ciel, à plus pour raison les militants qui m'avaient suivi.
Aucun autre membre de mon parti n'a eu un poste nommé à un poste après la fusion, même après l'élection. Moi seul, j'étais là, à la présidence, je n'avais pas de pouvoir, et mes militants n'ont eu aucun poste. Je vous le dis, honnêtement. Au sein du parti et même au sein du gouvernement. Personne. Et donc, mon parti a été avalé et nous n'avons rien eu en retour. Y a-t-il en amont ou pas un protocole d'accord, un protocole de fusion? Non, nous avons fondu parce qu'on nous a dit on fait un parti, le RPG Arc-en-Ciel. Nous avions pensé que ce serait un parti à nous tous et qu'on serait rentré dans les organes dirigeants. Qu'on aurait restructuré le parti pour que nos militants puissent avoir des responsabilités, y compris moi-même. Nous n'avons rien eu. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais milité au RPG Arc-en-Ciel. J'avais rien contre eux. Je suis resté dans le gouvernement, mais je n'ai pas milité. Au moment où j'ai créé mon parti, je n'étais pas un militant du RPG Arc-en-Ciel. J'avais rien contre eux, mais je n'avais pas de responsabilité, donc je m'ai mis à l'écart. Bien. Pour moi, c'était vraiment une perte de l'identité de mon parti. Perte d'identité. Et finalement, ce coup d'État qui a renversé Alpha Condé, quelles leçons en avez-vous tiré? Et quand vous regardez aujourd'hui le sort de l'homme, vous vous dites quoi? Il fallait qu'il y passe, forcément. Non, vous savez, ce qui est arrivé en Guinée, je pense que personnellement, j'ai suivi l'évolution de la situation en Guinée. J'étais en poste à l'étranger. Moi, je suis un démocrate. Moi, je suis pour le respect des institutions et de la Constitution. Ouais. J'y tiens particulièrement. J'ai passé mon temps de travail, aussi bien en Guinée ici qu'à l'extérieur, à prôner toujours, si on veut établir l'état de droit, on commence d'abord par le respect des règles et des lois et de la Constitution. Si on ne respecte pas la Constitution dans un pays, on ne peut pas se réclamer démocrate. La modification de la Constitution en Guinée a été un pas de trop. Je pense que c'est ce qui a amené tous les problèmes que nous connaissons. Je ne justifie pas un coup d'État. Les coups d'État peuvent s'expliquer souvent par la mauvaise gestion des gouvernants, c'est l'argument que les gens donnent, ou par la violation de la Constitution. Mais ce qui est arrivé en Guinée, naturellement, c'est la suite de ce qui s'est passé après la modification constitutionnelle. Je suis peiné que la Guinée ait eu une interruption du processus démocratique. Il aurait été souhaitable que le... Avez-vous vu venir cet élan vers un troisième mandat au moment où vous quittiez le gouvernement? Non, moi j'ai quitté très tôt ce gouvernement. Moi j'ai quitté le gouvernement à la fin du premier mandat du président et j'ai quitté le gouvernement. Mais au cours du deuxième mandat, j'ai compris qu'il y a une velléité de changement de la Constitution. Et je n'étais pas personnellement pour. Un mot pour Alpha Condé. Alpha est quelqu'un que je connais depuis des années. J'ai été un des premiers militants du RPG. Beaucoup de gens parlent du RPG aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à adhérer au RPG depuis 1990. J'étais en poste, j'étais premier conseiller à la mission permanente à New York. J'ai milité avec Alpha. Je l'ai approuvé, je l'ai suivi. Et quand je suis rentré en 1993, d'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles on m'avait rappelé en Guinée, je l'ai suivi en plein jour, bien que j'étais fonctionnaire. J'allais à son domicile à Madina. J'ai même fait des tournées avec le professeur Alpha à l'intérieur de ce pays. Beaucoup de ceux qui se réclament du RPG aujourd'hui m'ont trouvé avec le président Alpha Condé. Ouais. J'ai cheminé avec lui pendant quelques années et après je me suis retiré. Ça, c'était pour des raisons de convenance personnelle, mais j'ai toujours gardé des relations très cordiales. Et je vous dis une chose, ma maman était une militante de base du RPG depuis sa création. C'était une militante Alpha, elle a toujours appelé ma militante, même quand j'ai quitté le gouvernement. Et d'ailleurs, quand maman est décédée, il n'était pas là, il était en Allemagne. Il m'a dit qu'il serait allé assister aux obsèques de sa militante. Pas à cause de moi, mais à cause de ce qu'elle fut dans son parti. Bien. Mais de l'Allemagne, il a envoyé son épouse et une forte délégation ministérielle à Cancan pour assister aux obsèques de ma maman. J'ai pour le président Alpha, que je considère comme un grand frère, une affection réelle. Il le sait. Il n'y a pas eu de brouille entre Alpha et moi. J'ai quitté le gouvernement. Bon, il y avait des raisons pour que je quitte. Mais même quand j'ai quitté, je suis toujours resté en contact avec lui. Je venais à Conakry. Chaque fois que je venais à Conakry, il me recevait à sa table. On mangeait ensemble. On m'appelait à déjeuner. Et on discutait des problèmes. Et je crois que j'ai même discuté de cette modification constitutionnelle avec lui. Il connaissait ma position. Donc, le professeur Alpha je l'ai toujours considéré comme un grand frère. J'avais des relations très cordiales avec lui jusqu'au moment où il a quitté le gouvernement. Je pense que je n'ai pas de problème additionnel.
Bien. Monsieur François Lousenifal, ancien Premier ministre, président de l'UNPG, Union nationale des patriotes de Guinée. Nous allons marquer la pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer l'interview avec notre invité précis du jour. On évoquera l'apport, le nouvel apport de son parti, en tout cas la nouvelle philosophie, la nouvelle offre que propose l'UNPG aux populations guinéennes. Il sera question également de l'évolution de la conduite de la transition dans notre pays. D'autres questions donc et plus de questions, plus de profondeur à suivre dans la seconde partie de ce grand oral avec notre invité précis, M. François Lousenifal, président de l'UNPG, ancien Premier ministre de la Guinée. Bien, la suite de cette interview avec M. François Lousenifal, président de l'UNPG, l'Union nationale des patriotes de Guinée, ancien Premier ministre. Il est notre invité précis jusqu'au port de 11h. La suite avec vous, Diarra. Oui, monsieur le ministre, bien que vous ayez évoqué votre rapport avec l'ancien président Alpha Condé, quel en est avec l'actuel président de la transition, notamment le colonel Mamadi Doumbouya, puisque ça spécule dans la cité que vous êtes justement celui qui aurait été choisi pour justement le remplacer? Écoute, ça se dit dans la cité, ça se susurre partout que vous seriez quelqu'un de très proche du palais Mohamed V, que vous serez même le candidat du CNRD pour la prochaine élection présidentielle. Et la main du général Idi Amin, hein, c'est ce qu'on dit. Bien. Ben, écoutez, je vais vous répondre. Je crois que c'est une bonne question. J'ai vu ça plusieurs fois. Et je crois que c'est de la malveillance. Lorsque le 5 septembre, moi, je n'étais pas en Guinée. Je ne connaissais pas le colonel Doumbouya. Je ne le connaissais pas. Je l'ai vu quand j'étais à Libreville pour la première fois au défilé du stade du 20 septembre. Je l'ai vu défiler à la tête des forces spéciales. Et c'était tout. Quand ils ont pris le pouvoir, le 5 septembre, j'étais à Libreville, j'étais encore en fonction aux Nations Unies. Je suis venu ici au mois de novembre, 2 mois après. Ouais. Et c'est à cette occasion que j'ai demandé une audience pour le rencontrer, pour le saluer. J'ai eu beaucoup de peine pour le voir. Et finalement, c'est le jour de mon retour, de mon départ, que je l'ai vu pour 10 minutes au palais. D'ailleurs, quand j'arrivais ce jour-là, il faisait son sport. Et on s'est vu juste en bas. Je l'ai félicité, je l'ai salué, je me suis présenté à lui et je suis reparti. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai revu qu'à Cancan, à la mosquée. J'étais à Cancan pour la fête, je suis pas allé avec lui. Moi, je suis allé chez moi à Cancan. J'y vais tout le temps. Ouais. J'ai ma famille là-bas. Et chaque année, comme tous les Cancanais, nous aimons aller fêter la Tabaski à Cancan. C'est dans ce cadre que je suis allé à Cancan. J'ai revu le colonel dans la mosquée. Il est venu, il a salué les notables. J'étais au premier rang, il m'a serré la main. Et puis c'est tout. Je l'ai revu à la manière, il était à la tribune officielle. Moi, j'étais en bas, très loin, avec mes enfants. Ouais. Je ne l'ai pas approché. Ensuite, j'ai été à une lecture de Coran. On m'avait invité pour assister à une lecture de Coran. Et je suis venu à cette lecture de Coran. Et il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Oui, on parle beaucoup et ne savent pas ce qui se passe. Oui. Et quand ils ont fini de lire le Coran, je crois que Talib était à Cancan à cette période-là. Il n'était pas ce jour-là à la lecture du Coran. Il est de coutume à Cancan qu'après la lecture du Coran, il y a 4 grandes familles religieuses qui concluent des bénédictions. On donne la parole au Kaba, au shérif. Ensuite, on donne la parole... Condé. Après, non, les Condés ne font pas partie. Il y a les shérifs, et les Kaba, et puis il y a les Koma, de la famille de ma maman. Et donc, la dernière position, c'était la famille de ma mère, les Koma, parce que mon grand-père maternel était un patriarche religieux de Cancan, le Séné-Koma. Bien. Les Sano, j'oubliais les Sano, la 3e famille, et les Koma. Et ça finit toujours par les Koma. Et comme vous savez, moi je porte le nom de le Séné-Koma. C'est mon nom réel. Quand je suis né à Dabola, mon nom de baptême, c'est Louséné. Et j'avais un ami de mon père qui était un Français qui a insisté pour qu'on ajoute son nom à mon nom, François. C'est comme ça que dans la famille, vous n'avez ce nom que sur moi seul. Et à l'école, c'est François qui a dominé. Mais mon nom de baptême, c'est Louséné, sur lequel je reviens de plus en plus parce que c'est mon vrai nom. Ouais. Et donc, quand ils ont fini de faire la lecture du Coran, les 3 familles ont parlé une à une, ont conclu, fait des bénédictions. C'est arrivé le tour des Koma.
Et comme je dis, le Sénécoma, c'est un patriarche religieux qui est enterré à Kankan, Bembakoro. Quand vous allez à Kankan, c'est un lieu saint, lequel, quand il y a des grands problèmes, les gens viennent prier là. Le Sénécoma était un grand religieux qui est enterré là. C'est le premier qui est enterré là-bas. Oui. Et donc, ma famille, ma maman n'était pas présente malheureusement ce jour-là. On appelait Koma, il n'y avait personne. Le grand imam a regardé, il dit, ah, le Sénéfal est là. C'est le descendant de Sénékoma. Sa maman est Koma. Il porte même le nom de Sénékoma. Vous allez prier pour la famille Koma. J'étais très embarrassé parce que moi, je ne suis pas habitué à faire des bénédictions en public. Ouais. Et c'est toute une technique. Ouais. Et on m'a Tout tendu un le art. micro et j'ai fait la bénédiction au nom de la famille de ma mère. Je l'ai même dit. Bon, ça a donné lieu à beaucoup d'interprétations. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui bénit en public. Non, je n'ai pas l'habitude. Ouais. Les liens avec le colonel, c'est tout. Je ne l'ai plus jamais revu. Vous n'êtes... Idi Amin, je le connais depuis des années. Et sur le général Idi Amin, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres leaders politiques qui l'ont connu avant moi et qui ont tenu des relations très fortes avec lui. Je pense à plusieurs leaders qui savent bien qu'ils ont connu le général Idi Amin avant moi et qui ont tenu des relations fortes avec lui avant le prise de poids et même après. Donc je le connais, mais c'est tout. Je connais Idi Amin depuis très longtemps. Bien, donc depuis vous n'avez aucun contact avec le colonel? Je n'ai plus jamais revu le colonel Doumbouya. Plus jamais. Il m'a reçu une seule fois pendant... Ça n'a même pas pris 10 minutes. Bien. Il était en tenue de sport une seule fois. 2 mois après sa prise de pouvoir. Donc, je ne suis pas un familier du palais. Je ne suis pas un familier de ce palais, du palais présidentiel. Non. Je ne suis plus jamais allé là-bas. Plus jamais. et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que, donc, au constat de ce que vous venez de dire, moi, je vais vous dire une chose. qu'est-ce que vous pensez, Moi, qu'est-ce que je vous vais- repondez à ceux qui pensent que Moi- vous pourriez être Moi, le je suis venu à candidat la du politique, CNRD? je vais me faire élire. Je serai candidat, si Dieu le veut, je serai candidat à l'élection présidentielle. Je suis un démocrate convaincu, un homme de grande conviction. Je ne veux pas être mal élu. Je veux être élu par le peuple de Guinée. Parce que je veux me mettre au service du peuple de Guinée. Ma crédibilité en dépend. Je me présenterai, c'est pour ça que j'ai créé un parti politique. Et l'ampleur que je vais donner à ce parti politique va me permettre de toucher toute la Guinée. Je veux avoir la tête haute quand je serai ici, je suis élu, que je puisse regarder tous les Guinéens dans les yeux. Et l'histoire de ce parti politique, même certains estiment que pendant que beaucoup de leaders, en tout cas de Guinéens, peinent à avoir un agrément pour un parti politique, vous l'avez fait rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire de Non, écoutez. Quelle est la petite histoire loi de est la l'UNPG? loi. Oui. Avant que je ne crée mon parti, peut-être plusieurs leaders politiques m'écoutent aujourd'hui, je ne citerai pas de nom. Beaucoup de leaders ont voulu que je vienne avec eux, que je rentre dans leur parti. Beaucoup. Certains même m'en veulent aujourd'hui parce que je ne les ai pas rejoints. Mais je ne pouvais pas rejoindre un leader qui était en place parce que je considérais que la politique qu'elle était pratiquée en Guinée, je l'ai pratiquée un moment. J'ai vu qu'en 2010, les gens votaient de l'ethnie. C'est clair. J'ai été candidat en 2010. Oui. Les grands candidats, ceux qui ont eu le plus grand nombre de voix, c'est leur ethnie. Toutes les ethnies se sont alignées derrière leur fils. Et moi, je ne fais pas la politique de cette manière. Je suis contre cette manière de faire la politique. Je suis arrivé, j'ai refusé de faire partie de ces partis politiques. Ils m'ont demandé, plusieurs leaders m'ont demandé d'être avec eux. Je n'ai pas voulu. Certains m'en veulent aujourd'hui pour ne les avoir pas rejoints. Mais j'ai gardé de bons rapports avec eux et je vais maintenir ces rapports avec eux. On ne m'a pas... Ce que j'ai fait, comme actuellement ils sont en train d'assainir le fichier des partis politiques, l'obtention des agréments n'est pas possible. J'ai utilisé la loi, la charte des partis. La charte des partis qui veut qu'un parti peut changer de dénomination. Un parti m'a fait appel, j'ai adhéré à ce parti, on m'a élu président de ce parti légalement. Le ministère de l'administration des territoires était représenté, je ne suis pas le premier, d'autres leaders politiques l'ont fait avant moi, vous les connaissez. Et on a changé la dénomination de ce parti pour devenir l'UNPG. Et c'était quoi ce parti? Il n'y a pas... Il s'appelait comment Le auparavant? parti de l'Union et de la Solidarité. Et ce n'était pas un parti... Je n'ai pas payé de l'argent, j'ai refusé d'acheter un parti. Je n'avais même pas d'argent pour payer un parti. Parce que quand vous achetez un parti, vous devenez l'otage de ce parti. Le parti qui m'a fait appel me faisait confiance. Et le leader de ce parti, le représentant de ce parti-là, était très heureux que je sois avec lui. Il m'a dit, je crois en vous. Je vous ai suivi Et c'est tout qui? le temps. Et c'est qui ce représentant ou le fondateur du parti? Non, le responsable, vous savez, moi je vais être très clair avec vous. Oui, il s'appelle Salou Diallo, vous pouvez le contacter. L'UDS, vous pouvez contacter. Et c'est ce parti-là qui a été transformé En en UNPG. UNPG conformément à la charte
des Des partis partis politiques. politiques. Et je ne suis pas le premier à le faire. Voilà, C'est qui est très autorisé clair. par la loi. Voilà qui est très clair. Oui, C'est très clair. oui, Il y a cette question de l'empoisonnement qui revient Oui. dans Ah la oui, question avant oui. d'attaquer bien. le reste du Peut-être menu. qu'on va C'est donc donner la important, possibilité à parce Mamadou Mais Uri. je suis très heureux de pouvoir m'expliquer publiquement Très bien. de cette question. Très bien, Les allez-y. gens me le disent toujours. Et je voudrais vraiment pas avoir ce problème-là derrière moi. Sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions en campagne au deuxième tour de 2010. La tension était très vive. Ce jour-là, il y avait une manifestation sur l'esplanade du Palais du Peuple. Et je crois que ce jour-là où le RPG Arc-en-Ciel organisait une cérémonie où il était fait en faveur du poste du candidat Alpha Condé. Nous étions là, tous les responsables de Force Vive, plutôt de l'Arc-en-Ciel étaient là. Et au moment où Alpha faisait son discours, son aide de camp est venu me dire, comme je suis assis derrière le candidat Alpha Condé, il faut dire au patron qu'il y a un problème dans la foule, qu'il y a des filles qui tombent là-bas. Je suis venu, j'ai dit à Alpha, attention, il paraît qu'il y a des problèmes dans la foule. Et effectivement, il y avait des enfants, des jeunes, des filles qui se tordaient de douleur dans le groupe. Il a interrompu le meeting et nous sommes partis. Quand je suis arrivé à la maison, on m'a appelé pour dire, attention, il y a des problèmes. Alpha lui-même m'a appelé, il dit, il faut venir. Je suis venu, on est allé à l'hôpital et j'ai vu des filles qui se tordaient de douleur. Et on dit que quelqu'un a distribué des bouteilles d'eau, de Koya, et que les gens ont bu cette eau, et que c'est à cause de ça que les personnes là se tordaient de douleur. Il y a beaucoup de jeunes, il y avait plus d'une dizaine de personnes. Et j'ai constaté, j'ai vu moi-même. Et donc, les rumeurs ont commencé. Le lendemain, j'étais le porte-parole de l'Alliance Arc-en-Ciel. Vous vous souvenez, j'étais le porte-parole. Bien. La presse m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des enfants qui se tordaient de douleur. Il paraît qu'ils ont bu de l'eau et que c'est à la suite de ça qu'ils se tordaient de douleur. Alors, les rumeurs se sont enflées dans la cité comme la chute d'un gland. Les gens ont raconté du n'importe quoi. Ça a failli créer des problèmes. Parce qu'en Haute-Guinée, les gens sont allés dire que c'est l'UFTG qui a voulu empoisonner les militants du RPG Arc-en-Ciel. Cela a été dit. Moi, j'étais très triste parce que je ne savais pas qu'on serait arrivé là. Et ça a créé un problème au niveau des villes comme Sigiri, Mandiana, où des ressortissants Peul ont été pris à partie et ça a failli créer un grand problème. Des années après, je me suis posé la question, qui avait intérêt à donner une boisson? Ce qui est évident, et je le dis, c'est qu'effectivement, j'ai constaté que les personnes, les jeunes qui avaient bu cette eau se tordaient de douleur et sont restés à l'hôpital quelques jours. Vous pouvez aller dans les hôpitaux, demander à Donka et à Yazdine, qu'ils ont reçu des gens qui se sont de douleur. Mais qui avait intérêt à le faire? Je ne peux pas imaginer qu'un parti politique ait pris cette responsabilité, à moins que je pense que l'UFDG l'ait fait. Je ne l'ai jamais pensé. Je me suis dit, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, on m'a posé cette question. Ouais. J'ai dit, l'histoire dira un jour, qui a donné cette boisson aux jeunes pour donner le sentiment qu'on a essayé d'empoisonner les militants d'un parti politique? C'est le jeu politique. Il y avait une tension à cette époque-là. Réel. Tout a été mis en œuvre pour créer des problèmes. Mais moi, je ne me prononce pas sur cette question. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un responsable qui l'a fait, et celui-là, un jour, peut-être l'histoire le démontrera. Voilà le fait. Mais je n'ai jamais eu à l'idée que ce soit l'UFDG ou une autre ethnie qui ait pu faire ça. Non, je ne le crois pas. Je ne l'ai jamais dit. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai constaté. Et je voudrais que les auditeurs qui m'écoutent sachent que je n'ai pas une responsabilité dans ce qui s'est passé. Je n'ai fait que relater des faits. Et je n'étais pas le seul. Voilà. Bien. Vous pouvez demander dans les hôpitaux, ils vous diront que c'est passé. Bien. Allez, la parole à Mamadou Uri, s'il te plaît. Bien, pour la suite. Oui, allez-y, Mamadou Uri. Monsieur le Premier ministre, je voudrais juste d'entrée de votre lecture de la situation au Niger, c'est une petite parenthèse, attirer votre attention sur le fait qu'effectivement les putschistes à notre époque, quand ils doivent prendre le pouvoir, dans leur guide de prise de pouvoir et de leur notice de prise de pouvoir, puisque cela existe désormais, ils tiennent compte justement du fait qu'on discrédite les sanctions de la CEDEAO sur la base justement des sanctions que cette CEDEAO afflige ou inflige donc au pays et qui pourraient directement frapper les populations. Donc sachant cela, ils l'intègrent dans leur narratif, dans leur argumentaire. Donc aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que cet argument devient un argument de chantage
de prise de pouvoir par les putschistes. C'est une petite parenthèse. Et puis, la question en référence à votre parti politique, aujourd'hui, elle est créée, et je vais dire l'entité politique UNPG. Quelle est donc votre position actuelle sur l'échiquier politique de notre pays? Parce que la dernière fois, on se posait la question, est-ce que une fois que vous êtes sur le terrain politique, vous allez tout droit dans le cadre du dialogue qui existe actuellement, ou est-ce que vous vous positionnez quelque part où vous appellerez le colonel à ce qui est un cadre de dialogue plus intégrateur, plus large, qui prenne en compte les voix discordantes aujourd'hui et dissonantes, de sorte qu'on aille justement vers le retour à l'ordre constitutionnel? Alors, sur cette question, je vais être précis. Vous savez, moi je suis soldat de la paix. J'ai consacré les 10 dernières années de ma vie à prôner la paix dans plusieurs pays africains. Je faisais de la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans plusieurs pays. Mon dernier poste aux Nations Unies, durant les 6 dernières années, en Afrique centrale, c'était dans 11 pays d'Afrique centrale, je prônais le dialogue. Nous considérons aux Nations Unies que rien ne peut se faire dans la violence. La violence n'aboutit à rien. Je suis contre la violence. Nous prônons toujours le dialogue. Et moi-même, partout où je suis passé, j'ai demandé aux hommes politiques, aux partis politiques, de privilégier le dialogue au détriment de la violence. Je vais vous donner des exemples. Lorsque je suis arrivé à Libreville, quand je prenais mes fonctions à Libreville, le 1er novembre 2016, le Gabon sortait d'une élection controversée, où l'élection du président Ali Bongo Ondimba était contestée par toute la classe politique qui jugeait qu'il avait été mal élu. Même l'Union européenne avait fait une réserve sur l'élection. Il y avait une vive tension au Gabon. Et lorsque j'ai pris mes fonctions, le président a demandé l'organisation d'un dialogue sans tabou. J'ai trouvé que c'est une occasion en or. Mais étant donné que tous les gouvernements avaient reconnu déjà le gouvernement gabonais, il ne restait plus qu'à organiser ce dialogue sans tabou. Je dis bien sans tabou. Il n'y avait pas d'ordre du jour, donc il était loisible qu'on mette tout ce qui était problème, qu'on mette sur la table. Et on m'a demandé de présider en tant que représentant des Nations Unies, que je préside le dialogue. J'ai approuvé. New York m'a donné le cutus et on m'a dit, alors, vas-y. J'ai commencé à consulter. J'ai fait des va-et-vient, jumping, tous les leaders politiques gabonais. Je les connais tous. Et ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, nous avons gagné l'élection, il faut qu'on nous donne le pouvoir. Ils ont refusé d'aller au dialogue. Je leur ai dit, vous avez une occasion en or. Pourquoi? Au Gabon, l'élection présidentielle, c'est un tour. Le mandat du président, c'est 7 ans. Renouvelable indéfiniment. J'ai dit, c'est une occasion unique pour vous. Puisque le président, dans cette position-là de faiblesse, ils étaient prêts à céder sur toute la ligne. Vous allez changer à travers ce dialogue-là. Vous allez changer et modifier le mode d'élection du président à 2 tours. Vous allez réduire à 5 ans et vous pouvez limiter le mandat à 2. Ils ont refusé. J'ai dit, vous allez perdre. Si le dialogue se tient, toutes les décisions qui sortiront de là-bas deviennent des lois et la politique de la chaise ne paye pas. Ils n'ont pas voulu et seuls 2 leaders ont accepté de venir. Alors, ils ont obtenu l'élection à 2 tours. Dans le besoin, ils sont revenus dessus récemment. Et ils ont nommé un vice-président qui a été choisi parmi les 2 leaders qui a participé au dialogue. Moi, étant donné que le dialogue n'était pas inclusif, parce que les Nations Unies ne s'engagent pas comme ça, il faut que tout le monde participe, il faut que le dialogue soit inclusif. Le secrétaire général m'a demandé, reste à l'écart, observe et continue ta médiation. Donc ce dialogue-là s'est passé et l'opposition a tout perdu. Ils n'ont rien gagné. L'élection qui a suivi après, ils ont perdu les élections légalement. Au Congo, j'ai dit la même chose, ils n'ont pas écouté. Au Tchad, j'ai fait la même chose, ils n'ont pas voulu. En Guinée ici, je vous rappelle qu'après l'élection du président Alpha en 2010, il était prévu d'organiser des élections législatives immédiatement après. C'est ce qui avait été convenu. Oui, bien sûr. Malheureusement, avec toutes les tracasseries qui avaient été créées, avec Ouemar qu'on avait introduit, la révision des listes électorales, le vote des Guinéens de l'étranger, ça a créé des problèmes. L'opposition a refusé systématiquement. La violence s'est installée. À l'époque, vous ne pouvez pas rouler dans les routes de Bambeto, de Koza et autres qui étaient devenus ce que les Guinéens appelaient le Golfe. C'était la violence pendant les années 2011, 2012, 2013. Et le gouvernement Alpha ne pouvait même pas travailler. C'était la violence dans la cité. Nous avons convaincu le président d'accepter le dialogue. J'étais ministre des Affaires étrangères. Oui. Et
L'opposition s'attendait à ce que l'Union européenne impose des sanctions à la Guinée. C'est ce que l'opposition cherchait. Mais nous avons fini par convaincre les partenaires que la Guinée était prête, le gouvernement était prêt à organiser un dialogue. Et lorsque le dialogue a été appelé, c'est le Premier ministre qui devait présider le dialogue. L'opposition a recusé le Premier ministre. Alors finalement, moi j'étais chez moi un soir, on m'a appelé, on m'a dit tu vas présider le dialogue. J'ai eu l'accord de tous les partis politiques, y compris de l'opposition. Vous étiez là. Et au mois de juillet 2013, j'ai présidé le dialogue, assisté par le représentant spécial des Nations Unies, Saïd Djenid, qui avait passé les 3 années à faire la navette entre Dakar ici pour convaincre les uns et les autres d'organiser le dialogue. Il a d'ailleurs écrit un livre récemment, Dialoguer à tout prix. Oui. Moi, je suis un partisan du dialogue. Je ne suis pas pour la violence. Je répète encore une fois que toutes les fois qu'un gouvernement ouvre la porte à un dialogue, les partis politiques doivent accepter de venir. Ça ne veut pas dire que vous allez venir, on va vous imposer des choses. Si vous venez, vous n'êtes pas d'accord, vous faites valoir vos droits, vos positions. Mais c'est mieux que la politique de la chaise vide. Pourquoi la politique de la chaise vide n'est pas utile? Si vous ne venez pas, ceux qui vont venir vont prendre des décisions. Ces décisions-là vont être transformées en lois et ces lois seront appliquées à tout le monde. Tous ceux qui ont refusé de le faire ont eu tort, ont perdu. En Guinée, ici, je comprends que les principaux partis politiques les plus en vue sur la scène n'ont pas participé à ce dialogue. Je le regrette. Ils ont certainement leur raison. Mais les griefs qui les poussent à ne pas venir au dialogue, ils auraient dû venir au dialogue pour poser ces problèmes-là. C'est là-bas qu'on doit poser les problèmes. Donc ça veut dire que vous êtes prédisposé à rejoindre le cadre de dialogue actuel. Mais c'est évident. Moi, je suis un homme de dialogue. Bien. Je n'hésiterai pas. Moi, je suis un parti indépendant. Je ne suis affilié à aucune alliance. Et je préfère que mon parti reste dans cette indépendance-là pour le moment. Mais je vous dis d'avance. Attendez, s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Lincoln, non, attendez. S'il vous plaît, l'UNPG va rejoindre le dialogue. L'UNPG est favorable au dialogue. Maintenant, en même temps, en étant fidèle, quand vous étiez à Brazzaville, si vous voulez, à la consigne du secrétaire général des Nations Unies qui voulait que vous ne soyez pas, en tant que son représentant, affiché dans un dialogue qui n'est pas inclusif, est-ce que de la même façon, vous appelez tout de même, malgré que vous allez au dialogue, sur la base de votre parti, vous appelez quand même les autorités à faire en sorte que ce dialogue soit plus inclusif. C'est plus inclusif. En étant fidèle mais c'est mon souhait, bien sûr. Au diplomate que vous êtes. Mais non, je ne viens pas au dialogue ici en tant que diplomate. Je viens cette fois-ci en tant qu'acteur politique. Mais mon souhait est que ce dialogue soit inclusif. Nous avons besoin des grands partis qui existent pour venir ensemble, pour que nous discutions avec les autorités, pour définir les grandes lignes de cette transition, pour permettre de baliser la route. S'ils sont absents, on n'avancera pas. Je souhaite qu'ils viennent et qu'on discute ensemble. Moi-même, je n'ai pas de problème avant. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas quels seront les... Ça ne veut pas dire que je fais de la compromission. Mais je vais jouer mon rôle de parti politique, d'un parti indépendant qui va venir. S'il y a un dialogue, je participerai. Et je ferai valoir les points de vue de mon parti. Les considérations que nous avons pour conduire cette transition, je le ferai savoir. Bien. Je souhaite que la charte de la transition soit respectée. Je souhaite qu'il y ait des élections à l'issue de cette élection, que cette élection soit crédible et transparente. Je le ferai savoir. On va rentrer mais je refuse de faire la dans les détails dans un instant. Donc, a priori, à vous entendre, votre parti n'est pas prêt de rejoindre une coalition politique. Pour le moment, nous ne sommes pas dans une coalition. Mais je vous informe. L'autre jour, quand nous avons célébré la naissance de notre parti, plusieurs partis m'ont contacté. Plusieurs coalitions. Non, plusieurs partis sont venus qui ne sont pas dans des coalitions. Sont venus me voir, nous voulons aller avec vous dans une coalition. J'ai dit, on va réfléchir. Bien. Pour le moment, donc, je ne suis pas dans une coalition. C'est possible qu'une coalition naisse et se constitue autour de votre personne. Je n'exclus rien, mais moi, je ne vais pas aller dans une coalition qui a des positions tranchées. Très bien. Je veux être indépendant et participer à la vie politique. S'il y a dialogue, je participerai. Donc, quelles recommandations pour les forces vives de Guinée qui se sont reconstituées? On sait bien que vous avez été porte-parole des forces vives qui étaient l'opposition face au CNDD. Aujourd'hui, elles se sont reconstituées avec le parti de l'ex-président Alpha Condé, le parti de Ella Selou Dalein Diallo
et celui de l'ancien Premier ministre Sidi Touré principalement. Et le FND, c'est le pendant de la société civile de l'organisation. Comment vous observez leur combat et leur attitude, leur position tranchée vis-à-vis de la conduite de la transition? Vous savez, c'est des partis que je connais bien. Les leaders de ces partis-là sont très proches de moi. J'ai de très bonnes relations avec chacun d'eux. Ouais. Nous avons été ensemble force vive et il n'y a pas eu de dialogue parce que la jeune n'a pas voulu du dialogue. Nous avons demandé le dialogue. Si le gouvernement, les militaires avaient accepté en 2008-2009 d'organiser un dialogue avec les partis politiques et les forces vives, on aurait évité le drame du 28 septembre. Mais c'est parce qu'ils ont refusé. Mais maintenant, ce que je demande, c'est que tous les acteurs politiques, c'est le conseil que je donne. Et le même message que je donnais aux autres pays africains quand je travaillais pour les Nations Unies, je ne peux pas venir faire le contraire ici. Demandez aux autres d'aller au dialogue et venir en Guinée qu'on dise « Ah oui, François Fall qui vous poussait là, allez au dialogue, il vient en Guinée, il ne veut pas de dialogue. » Non. Moi, je connais les vertus du dialogue. En Guinée ici, en 2013, au moment où je présidais le dialogue, personne ne pensait qu'on aurait pu réussir ce dialogue-là. Et je l'ai présidé. Nous avons réussi. Nous avons trouvé des solutions. L'opposition était contente, la majorité est contente. On a organisé des élections législatives. Si on n'avait pas ce dialogue-là, le pays aurait continué dans la violence. Encore aujourd'hui, tout ce que, comment on les appelle, les forces vives de Guinée demandent, on peut venir discuter de cela sur la table s'ils viennent. Mais ils demandent un dialogue présidé par la CEDEAO. Vous savez, la présidence d'un dialogue, moi j'ai organisé des dialogues. J'ai une certaine connaissance de ces dialogues. En Guinée, il y a eu un dialogue ici que moi j'ai présidé. J'avais à mes côtés les Nations Unies comme facilitateur. Un Guinéen avec un facilitateur international. Quand j'étais représentant spécial en République centrafricaine en 2008, j'ai obtenu un accord de paix avec les groupes rebelles. Et pour cimenter cet accord de paix, j'ai organisé un dialogue national inclusif. Et ce dialogue-là, je ne l'ai pas présidé. Les partis se sont mis d'accord avec le gouvernement de prendre une personnalité indépendante pour venir présider. Certains ont voulu un ancien chef d'État, le nom du président Abdou Diouf, le président Alpha Mar Konaré. Finalement, on a fait appel au dialogue humanitaire à Genève, qui est venu présider le dialogue. Et non, ancien président du Burundi, Buyoya, assisté du centre de dialogue humanitaire. Et il y a des pays où on préfère les nationaux pour présider. Tout dépend des acteurs politiques. Mais je crois que si la Guinée veut organiser un dialogue, la condition pour dire si ce n'est pas la CEDEAO, on ne fait pas le dialogue, je crois que ce n'est pas tout à fait juste. Les Guinéens ont présidé le dialogue ici à un moment aussi difficile que maintenant. Les forces vives de Guinée pensent qu'un dialogue présidé par le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, n'est pas un dialogue, le Premier ministre n'en est pas un. En 2013, c'était le Premier ministre qui devait présider le dialogue. L'opposition a refusé, le gouvernement a changé et a choisi une autre personne. Encore aujourd'hui, s'ils ne veulent pas des Premiers ministres, on peut trouver une autre personne. Mais un Guinéen qui préside un dialogue, bon, si la CEDEAO, si les partis se mettent d'accord que ce soit la CEDEAO, tant mieux. Si c'est l'OIF, tant mieux. Mais il faut un accord. Mais tout cela, ça se discute. Mais on ne peut pas de préalable. Si vous posez les préalables pour aller au dialogue, alors il n'y a plus raison de faire des dialogues. Parce que les problèmes que les gens posent, les conditions qu'ils posent pour aller au dialogue, si ces problèmes sont résolus, alors on n'a plus besoin de faire de dialogue. Il faut venir, poser ces problèmes, discuter. Si vous ne mettez pas d'accord, vous faites un communiqué, nous avons participé au dialogue et nous ne sommes pas d'accord sur tel point. Bien. La communauté internationale et l'opinion nationale en prendra note. C'est mon conseil. Notre invité précise ce lundi 14 août, M. François Lucénifal, président du parti UNPG. On va parler de la transition et de la conduite du chronogramme. Oui, le chronogramme, je vais d'abord rappeler à monsieur le ministre François Lucénifal que si vous n'êtes pas dans une coalition, votre parti ne peut pas aller au dialogue. Ce sont les coalitions qui sont représentées. Donc, c'est une information. C'est une information. Je crois que ce serait peut-être dommage. Et si tel est le cas, ce serait dommage, mais je resterai avec mes convictions intimes que le dialogue, c'est la clé. Je suis convaincu. Ce critère qui rappelle là aujourd'hui bloque beaucoup d'autres. Hein. C'est comme l'UFC et beaucoup d'autres qui sont des non-alignés, qui ne sont pas dans les coalitions, effectivement, qui ne sont pas. D'où peut-être la nécessité pour ces non-alignés de se mettre ensemble en coalition. Vous savez, honnêtement, moi, je me suis mêlé beaucoup de politique dans beaucoup de pays. Vous ne pouvez pas forcer les partis politiques à faire des coalitions. Moi, je ne vais pas avec n'importe quelle coalition. J'ai des convictions. Si mes points de vue ne correspondent pas aux points de vue d'autres partis politiques, pourquoi je vais me mettre avec eux? Donc, il faut casser ce critère-là. Ça ne m'empêchera pas d'aller aux élections. Si on me ferme la porte du dialogue,
À moins que je ne fasse une coalition. Je vous ai dit qu'il y a des partis qui me demandent d'aller Ouais. dans une coalition. Ouais. Si les partis là sont d'accord avec mes principes, que c'est la règle que nous devons suivre, les règles de droit, nous devons œuvrer pour faire avancer cette transition vers des élections crédibles. C'est ce que je cherche. Mais si on nous ferme la porte du dialogue, alors ce ne sera pas notre responsabilité. Moi, je dis, mon parti vient de naître, nous ne pouvons pas nous jeter dans les bras d'une coalition comme ça. Il faut que je comprenne de quoi il s'agit avant de prendre une décision. Mais j'annonce dès maintenant que je suis en faveur du dialogue parce que je suis un militant de la paix. Bien. Monsieur François Lousenifal, notre invité, dernière ligne droite dans un court instant. Peut-être que vous pouvez répondre déjà à ce journaliste guinéen qui travaille du côté de Bamako, qui pense que vous avez été mal conseillé de revenir en politique. Peut-être qu'il pense que vous n'avez pas beaucoup de chance quand on sait que vous vous disputez le même fief électoral que Ousmane Kaba, que Siaka Barry, que le RPG Arc-en-Ciel. Je ne dispute le fief de personne. Et si vous voyez voulez un actuellement parti la composition de mes militants, il fallait être l'autre jour à la cérémonie de lancement de mon parti. Les gens qui étaient là-bas, ce n'est pas des gens de Haute-Guinée. Les gens de Haute-Guinée étaient en minorité. C'était des Soussous, des Peuls et des forestiers qui étaient là. Je veux être le candidat des Guinéens. Ceux qui pensent que les régions appartiennent à une ethnie, ce n'est pas vrai. La Guinée est indivisible. Moi, je ne fais pas la politique sur la base de l'ethnie. C'est ce que j'ai condamné après l'élection de 2010. Les gens ont voté pour leur ethnie et moi, je l'ai condamné. J'ai fait des déclarations claires là-dessus. On doit choisir les gens sur leur projet de société. J'ai un projet clair. J'offre aux Guinéens mon expérience. J'offre aux Guinéens ma crédibilité. J'offre aux Guinéens mon parcours professionnel. Et j'ai un projet clair pour la Guinée. Si vous me demandez qu'est-ce que vous voulez faire pour la Guinée, je vous répondrai clairement. Ouais. Je ne suis pas un politicien qui vient vous promettre le ciel. Si je dis que je vais développer l'agriculture, je donnerai les moyens à l'agriculture parce que je voudrais créer une banque. Si moi je suis élu, dès les premiers mois, une banque agricole verra le jour. Si vous me dites qu'est-ce que vous allez faire pour les femmes et les jeunes, je vous répondrai. Je ferai tout pour qu'on ait le maximum d'unités ici, d'industriels, et qu'on développe le pays, ce qui donne du travail à tout le monde. J'apporterai un appui conséquent pour l'autonomisation des femmes. Et je créerai des emplois par le développement de l'économie, la diversification de l'économie, la relance de l'économie, les mesures incitatives. Je ferai en sorte que les infrastructures de base, avec les recettes que nous avons, les recettes que nous allons tirer des ressources des minières et autres, je mettrai cela à la disposition de l'économie nationale. Je veillerai sur la lutte contre la corruption pour que l'argent soit géré. Moi, je gérais des bureaux aux Nations Unies de budget de 30 millions de $. Tout représentant spécial que j'étais, tout secrétaire général adjoint des Nations Unies que j'étais, je ne signais pas de chèque. Ce qu'on me demandait, c'est de faire mon travail. Et alors, nous appliquerons des règles en Guinée qui permettront aux Guinéens de travailler sans que les gens aient à faire des chèques pour être des milliards pour mettre sur leur compte. Nous le ferons. Nous avons les moyens. J'ai parlé des transitions financières, des transitions démographiques. Au cours de mon discours, je les appliquerai à la Guinée et nous allons créer la richesse nationale qui va nous permettre d'injecter l'industrialisation des pays, qui va donner du travail à tout le monde. Mais l'ethnie, je rejette l'ethnie. Ouais. Allez dans mon parti. L'autre, allez là-bas. Vous verrez si c'est une composante malinquée. Ceux qui parlent de Banankoro ou d'une ville, je ne compte pas sur l'ethnie. Je compte sur les Guinéens. Heureusement, même ce matin, comme je l'ai dit, quelqu'un est venu Frékaria. Il est Souma. Il est loin d'être de Kankan. Ouais. Mais je veux faire la politique autrement. Je suis contre l'ethnocentrisme. Ceux qui pensent que la politique, c'est gagner l'électorat. J'ai vu en 2010 des candidats qui étaient là, toute l'ethnie derrière. Je regardais à la télévision et j'étais désolé pour mon pays. Désolé pour mon pays quand je vois des gens qui suivent un candidat parce qu'ils appartiennent à la même ethnie. Un grand nombre les suivait. Je n'entendais aucun programme précis de ces candidats-là. Le nombre, c'était seulement l'ethnie. Ouais. Si c'est faire ça de la politique, c'est la raison pour laquelle je m'étais éloigné. Je reviens avec la conviction que je parlerai aux Guinéens en vous disant l'expérience, la crédibilité, le professionnalisme, je vous l'offre. Et je suis certain que je pourrai le faire. Avec les relations que j'ai dans le monde. Est-ce que ça veut dire que vous exigeriez que pour les élections à venir, que l'on impose à tous les partis politiques de sortir un programme de société? Non. Je veux dire, un document mais les partis politiques savent aussi, les Guinéens doivent apprendre à choisir un candidat qui, chacun doit venir dire à la population qu'est-ce que je vais faire. Oui, mais est-ce qu'on les gens sont libres de choisir. Est-ce qu'on doit exiger que les gens présentent ces programmes-là matériellement
comme un des critères en fait de, On n'a de pas besoin validation. d'exiger. Oui. Mais c'est la population qui choisit. Dans tous les pays du monde, on élit les candidats. Ça s'adresse à la population. Bien. Et les gens savent qui a dit quoi, qui peut faire ça pour moi. Et quand vous entendez les candidats, vous pouvez savoir celui qui est raisonnable ou celui qui n'est pas raisonnable. On ne peut pas exiger ça des partis. Ils savent qu'ils doivent le présenter. Chaque parti doit avoir un projet de société, bien sûr, Bien. pour convaincre une population. Sur la conduite de la transition, Alors, peut-être globalement, Monsieur le- globalement, est-ce que les choses vont dans la bonne direction? Avant, comment vous regardez la conduite de la transition? Est-ce que tout est sur la bonne voie, selon vous? Pour le moment, je sens qu'il y a un déficit de dialogue. Pour le moment, je sens que des partis qui comptent dans le pays sont en dehors d'un processus de dialogue. Pour le moment, c'est ce que j'observe. Je viens d'arriver. Il n'y a pas longtemps que je suis sur place. Mais le pays est calme et je souhaite que cette paix-là soit maintenue par tous les prix. Il faut faire en sorte que cette transition arrive à son terme conformément à la charte de la transition. C'est mon souhait. Bien. Pour le moment, je n'ai pas d'autres observations. Allez, J'observe pour Lincoln. le moment. Alors, Monsieur le Président de l'UNPG, la transition devrait prendre fin dans 16 mois, si l'on s'en tient en tout cas au compromis. programme de la transition, avec 10 étapes, 10 activités prévues dans ce chronogramme. Et un coût global de 600 millions de dollars. 600 millions de dollars. Vous êtes politicien, vous êtes diplomate, vous suivez... Aux fonctionnaires l'actualité, des aux Nations fonctionnaires Unies. des Nations Unies, bien sûr. Et comment sortir de tout cela aujourd'hui, étant donné que la plupart des activités n'ont pas encore démarré? Et surtout, comment mobiliser un tel budget pharaonique? Ben, écoutez, je pense que l'élection, quand on organise des élections, il faut d'abord compter sur ses propres forces. La première chose, on n'organise pas les élections pour les autres. Il faut se donner les moyens d'organiser une élection. Ça doit être budgétisé. L'État a la responsabilité d'organiser ses propres élections. Parce que si on attend l'argent des autres pour organiser une élection, on n'aura jamais d'élection. Les gens qui donnent l'argent ont des conditions pour donner de l'argent pour organiser des élections. Mais tous les pays ont la responsabilité d'avoir les ressources nécessaires pour organiser des élections. C'est une obligation pour les gouvernements de mettre dans leur budget les allocations nécessaires pour avoir des élections. C'est une responsabilité du gouvernement. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je souhaite que le chronogramme soit respecté. Évidemment, certains pensent qu'il y a du retard et que tout n'a pas été fait encore. Certains me disent qu'on n'a pas encore vu la Constitution. Ouais. Mais je souhaite que le CNT accélère son travail et que les délais soient respectés. Parce qu'il est important qu'une charte de la transition a été adoptée. Il faudrait qu'on s'y réfère afin que nous ayons des élections et qu'on sorte de l'état d'exception pour mettre en place un gouvernement élu. C'est mon souhait. Le reste, je verrai plus tard. Pour le moment, c'est trop tôt pour moi de juger. Bien. Talibé, dernière question. Alors, certains estiment, pour revenir un peu au cas du dialogue, que l'absence de certains leaders importants du pays qui ne se sentent pas en sécurité ou qui disent avoir été poussés à l'exil, Cellou, Sidia expulsés de leur domicile. Donc leur absence constitue un frein justement au processus de dialogue. Qu'est-ce que vous demanderiez à la junte parce que à leur sujet. Les forces vives demandent un retour sécurisé de ces leaders? Et puis un mot, pour terminer, un mot pour Kassouri et tous ces anciens dignitaires qui sont en prison. Je vous dis, la plupart de tous d'ailleurs sont mes amis. J'ai une grande amitié pour Kassouri. Je lui ai rendu visite en prison. Je suis allé le voir à la clinique. C'est un grand ami à moi. D'ailleurs, les gens nous confondent souvent. Quand je passe souvent, les gens disent Kassouri. Il paraît qu'on se ressemble. Ouais, on a dans les mêmes, Très. la même allure. Ouais. Celui-là était un condisciple à moi. Nous avons fait l'université ensemble. On est très amis. Très bien. Quand nous étions étudiants, on jouait à la belote ensemble et nous avons gardé une amitié réelle. Et tout le monde le sait. Sidia, c'est vraiment la personnalité politique avec laquelle j'ai vraiment des atomes crochus. Tout le monde le sait. Ouais. Il a une grande affection pour moi et c'est réciproque. Alors, maintenant, chacune de ces personnes a une raison ou une autre de ne pas être là sur la place publique. Je ne peux pas parler à leur place. Ils savent pourquoi ils sont à l'étranger. Mais ce qui est évident, c'est qu'il est souhaitable que tous les acteurs soient là. D'accord. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis un démocrate. Je suis un homme de droit. Je suis un homme de droit. Et si nous voulons mettre l'état de droit en place dans un pays, il faut que la loi domine.
Si on a des problèmes avec la justice, il faut venir à la justice. Il faut que la justice parle et régler ce problème avec la justice. Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un à revenir. Chacun a ses raisons. S'ils ne veulent pas revenir, c'est qu'ils ont des raisons de ne pas revenir. Mais on ne peut pas imposer des conditions à un gouvernement pour dire qu'il faut que les gens viennent. Si chacun sait si on leur reproche quelque chose en Guinée, ou si c'est par convenance personnelle qu'ils sont à l'étranger. S'ils se mettent hors du circuit politique, chacun a sa liberté de le faire. Personnellement, je suis très très peiné de pouvoir parler de ce sujet parce que les personnes dont vous parlez sont des amis à moi. Je ne renie pas mon amitié avec ces personnes. Bien. Mais non plus, je ne veux pas mettre à leur place pour savoir, pour leur dire abandonnez ça et rentrez. S'ils veulent rentrer, ok. S'il y a des problèmes de justice, faire face à la justice. S'il y a d'autres problèmes, régler. Mais il est important que l'on tienne compte de tous ces aspects. Je ne peux pas parler à leur place. Ils ont les raisons pourquoi ils sont là-bas. Je ne peux pas aller dans le sens de Talibé pour dire qu'il faut les sécuriser. Parce que la loi doit rester... Bien. Enfin, un conseil pour le colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il sorte par le haut. Non, franchement, c'est un sujet sur lequel je vous ai dit toute l'amitié que j'ai pour chacun d'eux. Mais chacun a sa raison de ne pas venir. Moi, si c'est... Non, un conseil pour le colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il sorte par le haut de cette transition. Non, il doit connaître la transition, mais je pense que les problèmes de justice, il faut les séparer des problèmes de politique. Très bien. S'il y a des problèmes de justice, laissez la justice trancher ces problèmes. C'est tout ce que j'espère dire. Je veux être un leader de ce pays. Et si moi je suis élu, je régnerai avec le droit, avec la loi. Très bien. Et sera respecté. Au Je pied vous de le la promets. lettre. Au pied de la Donc lettre. je ne peux pas dire le contraire. J'ai une grande amitié pour toutes ces personnes que vous avez mentionnées. Et c'est évident. Chacun d'eux. Mais la loi est la loi. Et chacun est libre de venir ou de ne pas venir. Moi-même, je suis venu. Donc, il n'y a pas de problème. Grand merci à vous, monsieur le Sénifal. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir du haut du Mirador que je Bien. puisse m'adresser aux Guinéens. Bien, Vous m'avez allez-y. donné une occasion Allez-y, d'or. Et allez-y. donc, Bien, je allez-y. remercie d'abord le film qui est aujourd'hui sur l'échiquier national. Vraiment une radio qui fait quand même référence. Bien, merci. Et vous faites un travail admirable. Merci. Et parce que la presse, pour moi, est très importante pour la formation, l'éducation et la cohésion nationale. Et donc, je vous félicite pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Quand j'étais à l'étranger, je vous suivais régulièrement. Merci. J'ai assisté à plusieurs de vos débats. Il y a des moments où je suis d'accord avec vous, il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, c'est la liberté de la presse, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et donc, c'est une bonne occasion pour moi, dans vos studios aujourd'hui, de vous féliciter quand Merci. même pour l'excellent travail que vous faites. C'est un honneur. Et de m'adresser aux Guinéens en très peu de mots, Allez-y. en disant que notre pays, comme je l'ai dit, doit sortir du paradoxe. Le paradoxe là, c'est quoi? C'est d'abord le manque de réconciliation nationale. Il faut que les Guinéens se réconcilient. Je dis des mots là-dessus la dernière fois. Tant que nous ne réussirons pas à crever cet abcès, nous continuerons à vivre avec ces problèmes. Il faut que ces rancœurs disparaissent. Les rancœurs ne peuvent partir que quand on se parlera ouvertement. Première chose. Deuxièmement, il faut que le paradoxe change. Que l'on dise que la Guinée, c'est le pays où il y a la pluie. Regardez la pluie qui emporte des gens. Dans des pays où j'ai travaillé, il ne tombe pas une goutte de pluie. Ces pays se portent mieux que la Guinée. Que l'on dise que la Guinée a des ressources abondantes, des ressources naturelles abondantes, des rivières, châteaux d'eau d'Afrique. Que la pluie empêche les gens d'aller chercher de l'eau dehors. Et ils n'ont pas d'eau dans leur maison. C'est un paradoxe. Qu'un pays où quand on jette un noyau, il germe. Que ce pays n'arrive pas à avoir l'autosuffisance alimentaire. Qu'un pays qui a autant de ressources vive dans cet état. Ce paradoxe-là, il faut y mettre fin. Cela ne peut se faire qu'en donnant un leadership à ce pays. Vous avez des pays qui ont connu un leadership qui a changé le pays. Je prends l'exemple du Ghana. Dans les années après la chute du président Kwame Nkrumah, ceux qui sont venus après lui ont mis le pays à terre, alors que le Ghana était un pays prospère, vivant de l'agriculture. Et je vous donne, à l'époque, quand les Ivoiriens se moquaient des Ghanéens, quand un Ivoirien devenait pauvre, il dit je suis tombé comme Ghana. Aujourd'hui, aller à Accra, il a fallu un homme, Jerry Rawlings, qui est venu, qui a tout changé. Il a jeté les bases du développement du pays et ceux qui sont venus après lui ont respecté et ont continué à bâtir. Regardez le Rwanda, le président Paul Kagame était ici. Ce pays qui a connu le génocide, 800 000 morts.
Regardez, si vous allez aujourd'hui au Rwanda, c'est des merveilles. C'est le leadership. Donnons à notre pays un leadership qui va changer ce pays et que ce paradoxe-là prenne fin. Que les Guinéens puissent vivre dans un pays où, comme j'aime dire, où il fait bon vivre. Voilà le message que j'ai pour les Guinéens. Grand merci à vous, M. François Lucenifa. Il était notre invité. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. À demain. Merci de rester sous le film. Les programmes continuent.